On va Bon, passer sur la revue de presse parce qu'après on a un invité. ouais. Mais surtout, on avait un gros sujet. Alors, on en avait 2. Je voulais introduire sur un premier sujet, c'est j'encourage tout le monde à voir la vidéo de Georges d'hier, donc sur la situation en Serbie et dans les pays de l'Europe du Sud-Est et en particulier savoir donc je ne vous divulgage pas la vidéo, mais est-ce qu'on est face à des révolutions de couleurs ou est-ce qu'on est face à un autre phénomène? Nathalie Loiseau dit: «Tout ça, c'est pour l'UE». La réalité, c'est que ça n'a rien à voir et je vous encourage donc à voir cette vidéo et j'aimerais revenir sur 2 articles très rapides qui sont parus dans la presse hier. Alors, est-ce que, Fréquence Populaire maintenant, d influence les grands médias? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, on vient de faire une grosse vidéo avec Emmanuel Todd où on parle du problème de la mortalité infantile, alors qui est aussi évoqué dans le livre, 4+1 et d'un seul coup, TF1, BFM TV, tout le monde en parle. Alors que c'était un sujet qui était complètement sous le radar. Donc, même si, personne ne cite Emmanuel Todd, personne ne nous cite, je trouve que la temporalité est étrange. Hem Je m'interroge sur justement le fait que certains journalistes, puisque très étrangement, grâce aux réseaux sociaux, j'ai régulièrement des suggestions d'amis et ces temps-ci, au moins 2 fois par jour, ces amis-là, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, sont journalistes à TF1, comment ça s'appelle? Dans les magazines Le Point, L'Express et cetera et je me dis: «Mais comment ça se fait que ces gens sont suggérés?» Donc je pense que ces gens ziotent nos profils Facebook et donc Facebook nous, nous recommande ces gens-là. Donc ça se pose quand même comme question. Il y a cette histoire de, comment ça s'appelle? De la mortalité infantile qu'il faut prendre au sérieux. Mais vraiment, parce que ça montre l'état de déliquescence de notre pays et en particulier, ce que disait Emmanuel Todd sur le fait que les personnes âgées en France vivent bien, mais ma génération meurt vite et vit mal et ne parlons pas de celles qui sont à venir. Donc il va falloir, qu'on se reprenne sérieusement en main pour pas s'effondrer, mais et j'espère que la prédiction d'Emmanuel Todd sur notre chute finale est fausse, mais bon. En fait, on pouvait faire la comparaison même entre les États-Unis et Cuba, la sur la mortalité infantile, le c'est pas les États-Unis qui gagnent le match, hein. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Mais le vrai sujet avec lequel je voulais m'entretenir avec toi aujourd'hui, Eric, c'est un sujet qui furieusement me fait penser à du Bernard Madoff. Alors je vais vous partager. Donc, on nous dit qu'il faudrait piocher dans l'épargne des Français ou encourager les Français à placer leur argent pour financer les 800 milliards et pas que les Français d'ailleurs, les Européens. Donc on le voit ici, un article du Monde dit, il faudrait faire un grand emprunt et cetera, mais financer avec quoi? Avec l'argent des épargnants Ouais, et alors moi, ça me pose pourquoi je parle de schéma de Ponzi? Alors attendez, je me suis perdu, pardon. Heu, Pourquoi je parle de schéma de Ponzi? C'est que le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je prends de l'argent, je dépense cet argent et quand les gens me réclament l'argent en promettant un retour sur investissement, quand les premiers me demandent le remboursement de l'argent, j'emprunte à d'autres pour compenser, pour payer les premiers et ainsi de suite. Jusqu'à un moment où tout le monde veut l'argent en même temps et le système s'effondre. Or, on c'est peut le se poser principe la de tout système bancaire, hein, notamment. tout à fait et on peut se poser la question réelle de si c'est pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que, mine de rien, on est face à une situation où on a un pays en France où la dette est devenue abyssale,
où on n'arrive plus à trouver les ressources pour payer cette dette, parce que tout est glissé, parce que comme on a supprimé les recettes fiscales et tout, très compliqué et d'un seul coup, on dit: «Bah, tiens, on va taper dans ceux qui ont de l'argent pour payer Mmh. un nouveau truc qu'on invente». Mais qui va repayer les épargnants quand il va avoir besoin de l'argent puisque on sait déjà que tout part dans un gouffre? Est-ce que Ah, donc ouais. je Alors me méfie beaucoup. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche pareil avec les obligations d'État et ce genre de choses. Alors, effectivement, quand l'État est en faillite, il y a des méthodes très radicales. Philippe le Bel les a inaugurées, donc il a dit: «Tiens, on va», ben, il s'est occupé des Juifs, d'une part, et donc il a un petit peu exproprié, enfin, et cetera. Et puis après, il a dit: «Tiens, les Templiers, ils ont du pognon». Et du coup, il leur a monté un petit procès. Voilà, donc Philippe le Bel est l'inventeur de la gestion moderne des finances publiques. Non, bah, très, très donc du coup, bon, trêve de plaisanterie, hein, on peut qu'être heureux qu'effectivement des méthodes aussi expéditives pour récupérer de la monnaie, pour l'État, ne soient plus, en vigueur. Encore que bon, ça pourrait revenir, on ne sait jamais. Le vrai sujet, c'est effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le fait qu'il y a une épargne phénoménale en France. Les gens épargnent de plus en plus et il y a des raisons pour ça, parce que hem, quand tu fais de l'anxiogène en disant que les Russes sont à nos portes, et que, bah, du coup, tout le monde se dit: «Merde, il faudrait peut-être avoir un peu de blé d'avance au cas où ça serait vraiment la guerre ou la crise ou qu'on serait occupé ou je sais pas quoi». Ce qui est assez amusant et ça me fait penser à un bouquin qui était sorti dans les années 80, qui était le guide du collaborateur, où on se posait des tas de questions. À l'époque, ben, on avait les Pershing et les 16-20 qui se faisaient face en Europe et le type avait fait un truc en disant: «Ben, voilà, je vais vous aider à collaborer, on a perdu le savoir-faire des années 40» et cetera. Alors c'était un bouquin satirique qui m'avait beaucoup distrait à l'époque. Mais globalement, voilà, le côté, un petit peu anxiogène, ça joue beaucoup sur, sur les, sur l'envie d'épargner, des gens. Alors, bon, comme toujours, dans ceux qui ne peuvent épargner, c'est ceux qui épargnent sont ceux qui peuvent le faire à peu près, plus ou moins bien, avec des modes, plus ou moins différents. Ça peut aller du livret A, à des placements, évidemment plus sophistiqués. Alors cette manne-là, elle est intéressante, mais globalement, c'est de l'épargne. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'épargne que tu mets dans un PEL, dans un LDD, un livret de développement, durable, enfin ce genre de choses, c'est quand même de l'argent qui sert à financer déjà des choses. Bon, alors il y a plusieurs Mais tu choses dans sais, le si attends, si je peux me permettre, heu, il y a même des articles à l'heure actuelle justement parce que le livret A, tu parles du livret A, mais le livret A à la base était censé être là pour financer les entreprises. le Donc logement social. oui, le logement, effectivement, pardon. Mais regarde les articles qui maintenant sortent, alors, bon, j'ai pris au hasard, hein, il y en avait plusieurs. Est-ce que je peux pour pas financer? C'est-à-dire que les gens commencent à se préoccuper parce que les gens ont pas envie de financer la guerre, aussi. C'est-à-dire que, financer le logement, financer, les entreprises, c'est une chose, financer la guerre, les gens ont pas envie. Oui, alors après bon, on peut aussi argumenter en disant, ben, si tu veux la paix, prépare la guerre, donc ce serait plus intéressant peut-être, c'est intéressant aussi de la préparer pour justement ne pas être en guerre. Ça c'est aussi un paramètre, c'est-à-dire globalement, on sait très bien que les gesticulations de Macron, sur l'Ukraine, pour faire genre et cetera, ne sont que des gesticulations pour plein de raisons. Parce que de toute façon, on a,
pas beaucoup on n'est pas très opérationnel. On a une armée qui est quand même échantillonnaire, qui va très bien pour projeter éventuellement dans des opérations en Afrique ou des choses comme ça, mais qui n'est pas adaptée pour une guerre, pour un conflit de haute intensité, comme on a pu le voir. Et donc, du coup, la dissuasion, ça marche aussi comme ça. C'est-à-dire, en gros, si j'envoie mes tanks là-bas, merde, ils vont sortir leurs tanks aussi. Enfin, voilà. Et maintenant, en fait, en l'occurrence, l'argument n'est plus bon, c'est il faut parler de drones. Si j'envoie des drones, ils vont me balancer des drones. C'est quand on regarde l'évolution, le conflit au Karabakh et aussi le conflit en Ukraine, c'est très clairement, il y a un gros réinvestissement à faire et une grosse réorientation à faire en matière d'armement et de défense. Les drones jouent un rôle maintenant prépondérant. Voilà, et donc on pourrait y revenir peut-être un jour, mais je sais que la délégation générale d'armement réfléchit à ce sujet parce qu'on est très en retard sur cet aspect spécifique. Autant sur OK, les donc c'est tanks, les peut-être avions, on est issu de la présent. conversation téléphonique, hein? Pardon. Voilà. Donc du coup, voilà. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est donc du coup, on dit on va faire un emprunt. Alors, il va falloir quand même relativiser un peu le choix. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de placer. Alors, le principe, c'était quoi? C'est on place 500 euros. Alors, c'est par paquet de 500 euros pour une durée d'au moins 5 ans et sur un livret qui finance le secteur de la défense. Ce livret serait manifestement mieux rémunéré que le livret A qui, on le rappelle, est prévu pour le logement social. Donc, effectivement, bon, ça peut traduire des choses. C'est aussi parce que comme c'est moins attractif, tu mets plus facilement de l'argent pour financer le logement social que pour financer l'achat d'armes, la défense, etc. Mmh. C'est une chose. Donc du coup, bah, moins c'est attractif, plus la rémunération doit être forte. Voilà. Et donc en fait, ça s'est cadré sur le fait que Macron avait indiqué, donc je sais plus, c'était début mars, il avait promis davantage d'investissements, mais sans hausse d'imposition en matière de défense. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le même jour, il y avait une réunion entre représentants des industriels, des compagnies d'assurance, des banques, etc., qui se tenait à Bercy pour trouver d'autres sources de financement. Pourquoi? Parce que l'objectif là, de cet emprunt défense nationale, c'est 450 milliards. 450 millions, pardon. Et puis, donc, du coup, voilà, ça peut avoir un effet très clairement en matière d'emploi, c'est-à-dire, en gros, la suppression des industries d'armement dans la ville de Tarbes a été le début, par exemple, d'une longue descente aux enfers. Hein. Euh, J'y vais à peu près au moins une fois par an. Effectivement, je mesure comment ça évolue derrière. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as des ouvriers qui touchent leur paye, etc., qui bossent dans une industrie d'armement, ils achètent aussi dans les commerces, etc. Il y a des effets induits. Hein. Et donc, quand tu fermes tout ça, tu as une belle friche industrielle et puis après, tu as des commerces qui ferment de plus en plus souvent. Alors, Voilà. Donc, Anko Stinger nous fait remarquer, faut dire à Eric que sa chaise de gamer a besoin d'un coup d'huile et resserrer les vis. c'est pas faux. Je sais. Non, non, parce que c'est pas ça qu'il entend. Le truc qui couine, c'est un volet que j'ai coincé parce que le vent souffle fort et effectivement, ça s'entend régulièrement. Donc là, il n'y a plus de rafale de vent. Mais quand ça va revenir, effectivement, ça sera le cas. C'est pas ton Euh, genou, en fait, qui couine? c'est pas mon genou que j'ai non, qui est tout neuf. Non, je rigole, j'ai pas de genou tout neuf. Voilà. Donc en Alors, fait, 450 millions d'euros, c'est en gros 10% du montant évalué des besoins. Donc tout le reste, c'est des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelait les zinzins. ce qui est sûr, c'est qu'on on ouvre quand même une boîte de Pandore. C'est-à-dire que on est dans une logique, de rhétorique guerrière. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose ici. Donc c'est Europe 1 qui a révélé ça. Donc, il y a une espèce de kit, d'urgence, du moins un petit livret qui va être envoyé à tous les Français Ouais. et dans ce livret, de quoi on parle? Parmi ces menaces, le conflit armé, le risque d'une attaque russe n'ayant jamais été aussi forte
depuis plusieurs décennies et quand je Ouais, lis ça, j'ai envie de mourir et je vais vous dire pourquoi. On ne se Je peux le dire aujourd'hui, il y aura jamais de conflit armé avec la Russie. Parce que s'il y en a un, ça sera vite réglé. Donc voilà. exactement, de toute façon, on ne sera plus là pour en parler. Mmh, La simple raison qu'on est 2 pays avec l'arme nucléaire et qu'en cas de conflit, ça tire, c'est fini. mmh, Game over. Donc en fait, le truc par contre, cette rhétorique de vouloir préparer les gens, moi, m'inquiète parce que soit ça veut dire qu'on a un risque réel mmh, d'embrasement et de guerre civile et de sécession au sein du pays. mmh, Ça paraît improbable, mais je n'ai pas les informations qu'ont le gouvernement, du moins quel gouvernement. Ou bien, on est dans une volonté de créer un discours anxiogène permanent pour faire passer n'importe quoi, comme le dit Paty, chercher à faire peur pour manipuler la population. alors, ouais, je partage pas tout à fait parce que sur cette histoire de kit de survie, en fait, c'est plus complet que les risques de guerre. Alors évidemment, bah, si tu parles de guerre, ça fait plus vendre de la copie. Mais globalement, le but du jeu, c'est que ça aborde différentes situations critiques et donc par exemple, on les conflits armés, c'était OK, mais les catastrophes naturelles ou les crises sanitaires et globalement, quand même, les catastrophes naturelles, c'est pas forcément neutre et l'autre aspect, c'est on annonce ça comme une grande novation en France. Enfin, aujourd'hui, c'est un truc, ça s'est jamais vu et cetera. Ça se fait, régulièrement depuis très longtemps, notamment en Suède, puisque c'est l'exemple qui est donné régulièrement, qui, n'aborde pas forcément, qui est pas forcément axé sur les situations de guerre, mais qui règle un certain nombre de sujets, notamment sur les qui aborde différentes, pratiques à avoir utilement, en cas de problème, de désastre écologique important, heu, de désastre climatique et enfin, voilà, de un ouragan qui passe ou un truc comme ça. Tout ça, c'est prévu et effectivement, la question qui se pose, c'est quand tu as un gros événement, qu'il y a quelque chose que ça dysfonctionne, que par exemple, tu as plus d'accès à l'eau potable et ben, ça devient un vrai problème. Alors Tu Eric, peux c'est en marrant que tu dises ça parce que Si tu as des inondations, par exemple, les réseaux d'eau potable peuvent être perturbés. j'ai Faut le fait par savoir. j'ai fait partie d'une association qui s'appelait HAND, H-A-N-D, Hacker Against Natural Disasters. Parce que justement, on partait du constat que l'État n'avait pas fait ce qu'il fallait. Alors je crois que j'en ai parlé la dernière fois, en particulier dans la prévention des tsunamis, des tremblements de terre et cetera. Et donc on a fait, nous, plein de documentation, de kits, d'open source, du moins pour expliquer aux gens comment faire les choses, où étaient les cartes, ou comment de quoi tu avais besoin, quel kit justement. Donc tout ce qu'ils ont fait là, nous on l'a déjà fait il y a longtemps, Oui, bien sûr. justement et c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'en France effectivement, on n'est pas plus, d'éducation dès l'école sur les risques, naturels dans les zones inondables, dans les on fait bien des exercices, ce qu'on appelle PPMS. Donc, si je me trompe pas, c'est, je sais pas quoi, protocole, je sais plus quoi, de mise en sécurité. C'est par exemple pour les a attaques terroristes. On pourrait très bien faire les mêmes protocoles en cas d'inondation, en cas de tremblement de terre. Aux États-Unis, ils apprennent Tout à très fait. tôt aux enfants, par exemple, pour les tremblements de terre ou les tornades, te mettre dans Ils ont l'encablure intérêt. des portes et cetera. Bah, on pourrait, apprendre et c'est des trucs, si tu les apprends enfant, bah, généralement, ça se passe bien. Il suffit de voir au Japon. Au Japon, le tsunami de 2010, ou 2011 plutôt, il faut savoir que si on avait été en France, il y aurait eu, je crois, le facteur aurait été fois 100 en termes de nombre de morts. Parce que Ouais. les Japonais sont formés, ils savent: «Tiens, s'il y a une alerte tsunami, il faut que j'aille à tel endroit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça» et ils le font. Bah, C'est-à-dire que ils ça le ils devient le un réflexe. Il se pose pas la question. Il sait qu'il y a tsunami, il dit pas: «Bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la chaussette route?» Non, je monte et je vais là et je ne sature pas les réseaux téléphoniques et je ne fais pas et donc il y a, un certain nombre de réflexes à avoir. Par exemple, la 1re chose qu'on apprend, c'est justement, je viens d'en parler, c'est ne pas appeler les secours.
Mmh. Même si on est isolé, on attend le passage de l'événement. Parce que Ouais. sinon, on va juste saturer toutes les lignes et on reste pas sur les routes, on s'isole, on se met en sécurité, on attend le passage de l'événement et après on voit. Et en Bah, en fait fait, mmh, moi je l'ai vécu ça, tout bêtement à ZF. La catastrophe d'AZF, d'un seul coup, on avait les gosses qui étaient au collège en centre-ville, et en fait, on n'arrivait pas à les joindre, on ne savait pas ce qui se passait. mmh, C'était compliqué et du coup, tu es quand même très embêté parce qu'à un moment donné, tu as plus de réseau, heu, tu as plus accès à rien et donc du coup, tu te rends compte que tu es quand même très, très handicapé et justement, le document là, selon Matignon, du coup, il précise bien que le document vise à assurer, alors je cite, hein, la résilience des populations face à tout type de crise, qu'elle soit naturelle, technologie, cyber ou sécuritaire. Et c'est intéressant. Imaginons par exemple que les cartes bleues ne fonctionnent plus, que le réseau des cartes bleues ne fonctionne plus. C'est un truc tout bête, hein, c'est pas un danger, c'est pas un danger mortel, etc. Et comment faire? Comment on s'organise? de quoi? Si, Qu'est-ce qu'on a beh, comme recours, etc. plus de paiement, tout est gratuit. Moi, c'est ce que je dis, quand il y a pas de quand je vais dans les supermarchés et qu'il y a pas d'étiquette, je dis: «Bah, pas de code barre, pas d'étiquette, c'est gratuit». Généralement, ça marche moyen, le vigile est pas d'accord, parce que c'est un horrible capitaliste, tu vois? Mais je Ouais. donne mon argument. Donc du coup, tu utilises le concept, le concept que les groupuscules autonomes utilisaient, dans les 80, celui de réappropriation prolétarienne. En gros, ça Exactement. voulait dire aller piller le supermarché du coin. D'ailleurs, c'est peut-être Voilà. ça, avant qu'on passe à notre invité qui, Jessie, parlait d'un sujet très intéressant. C'est peut-être ça que les jeunes, ils devraient faire avec les Ouais. cartes Pokémon, de la réappropriation prolétarienne, qui se mettent tous en marche, qui vont faire, ils envahissent l'usine, ils prennent toutes les cartes et après, s'ils ont encore du courage, ils nous renversent le gouvernement, ça pourrait être bien. Ça pourrait être un Ça bon serait pas mal. Non, globalement si quand même enfin par rapport à ce fameux livret, il y a quand même un vrai sujet, il y a quand même un dernier aspect dernière partie du manuel, c'est engagez-vous et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on change un peu de paradigme. On disait, bah, en cas de crise, l'État gère tout et là maintenant, les gens disent: «En cas de crise, l'État, ne gérera pas tout en même temps, donc organisez vos dispositifs de solidarité, en local». Ce qui est quand même, un peu le b.a-ba, mais c'est le truc, qui est peut-être perdu de vue et ça je trouve que c'était plutôt pas mal et notamment, bon, je sais qu'en Suède, cette dimension-là était déjà très présente. Voilà. Alors je sais que Après, parmi les commentateurs qu'on a là, on a, Thomas. Thomas, je sais, a fait partie de la sécurité civile et est spécialiste des donc quand il dit se confiner, allumer la radio et cetera, il faut bien l'écouter parce que s'il y a quelqu'un qui sait quoi faire en cas de catastrophe naturelle, c'est bien lui. C'était là pour l'aparté. ouais, oui, voilà. Non, après globalement, c'est vrai que, bon, indépendamment de cet incident, bon, qui est toujours, bon, qui est un peu anecdotique, mais néanmoins fort révélatrice. Non, la vraie question, c'est quand même l'épargne. Là, les questions, la mobilisation de l'épargne, et globalement, ça parle quand même assez régulièrement dans la presse d'emprunts forcés. Et alors, il y a plusieurs choses, hein. Donc, on se dit, bon, bah voilà, on va essayer de taxer plus. Alors, avant de faire de l'emprunt forcé, dans un premier temps, on dit on va taxer plus augmenter le prélèvement sous forfaitaire, qui passerait de 30 à 33%. Alors, le prélèvement forfaitaire, c'est juste au niveau d'impôt. Alors, c'est juste pour préciser, soit tu es taxé sur tous tes revenus et tu n'as pas opté pour le prélèvement forfaitaire. Donc, si tu es à moins de 33% d'imposition, si tu as plus haute tranche, par exemple, c'est 25%, bah, tu as intérêt à te faire taxer sur tes revenus et pas opter pour le prélèvement, libératoire ou le prélèvement forfaitaire. Heu, bon, mais par contre, si tu es très riche, tu as vraiment intérêt à avoir ce système-là. C'est-à-dire que, par exemple,
si tu fais, supposons que tu gagnes 1 million d'euros en salaire, tu vas monter, je pense, à la tranche maximale. Si tu gagnes 1 million d'euros par revenu de tes placements, eh ben, tu es taxé à 33% dans le pire des cas si ce projet gouvernemental passe. Donc, quelque part, il y a quand même une anomalie lourde entre, entre le, comment dire, la taxation des revenus ou l'imposition des revenus suivant d'où qu'ils sortent. Et globalement, le choix très clairement est fait depuis des années par les gouvernements successifs d'avantager le revenu du capital. On va le dire clairement comme ça. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs sujets qui sont posés. Alors on évoque éventuellement le livret A, mais qui aura peut-être gardé son statut d'exonération fiscale. Euh, mais bon, voilà, il y aurait l'idée de rendre certaines épargnes moins attractives pour pouvoir la réorienter autrement et la remobiliser, ou pour peut-être obliger les gens à dépenser plus. Mmh. Mais le compte, c'est ce qui est un calcul un peu tordu, parce que globalement, si tu dépenses plus, enfin, tu n'as pas envie de dépenser plus quand l'avenir est incertain. En fait, le problème, il est là. Donc après, il y a, La il y a d'autres question, c'est choses, hein, est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser plus pour la défense? Si on s'invente des ennemis, oui, concrètement, un des grands principes, et on dirait qui a été oublié et qui est oublié par Emmanuel Macron et les autres gouvernants en Europe, c'est que la dissuasion nucléaire, c'était pour éviter la course à l'armement. Oui, tout à fait. Comme tu avais l'arme ultime, beh, tu pou si il faut comprendre que pendant la guerre froide, s'il y avait pas eu la dissuasion nucléaire, il y aurait un tank et probablement un MiG et un F-35 et un char Abrams par habitant Mmh. de chacun des blocs. C'est-à-dire qu'il y a eu une course à l'armement déjà folle et donc ça permettait de calmer le truc. Là, on a l'impression qu'on va retomber là-dedans, heu Ouais. c'est c'est pas un souci. Alors certains disent: «De toute façon, on n'a pas un sou en épargne». Moi non plus, je n'ai pas d'épargne puisque déjà, on a une génération, qui justement, ça a été très bien évoqué par Emmanuel Todd que, ma génération n'arrive plus à acheter son bien principal d'habitation, Non. si C'est elle ne l'a pas hérité. C'est-à-dire je parle en primo-accédant sans mise de départ et cetera, c'est très dur. Et effectivement, on se demande, bon, on n'a pas de bien, mais le truc, c'est qu'on voit bien qu'on est dans on veut nous vendre un effort de guerre et Ouais, mais tu as raison, hein. C'est tout simplement, il y a un problème budgétaire, il faut résoudre le sujet, et donc pour résoudre le oui, ils ont tout sujet, cramé avec leurs conneries et oui, voilà. Donc voilà, Bruno, Le rapatrier Maire, les talents il est César, et toujours pas en cetera. prison. Ouais. Oui, oui, non, mais après, parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux, alors, qui sont à l'étude, hein, une taxe carbone renforcée qui pourrait multiplier par 2 à 4 le coût des billets d'avion, suivant la classe et la distance parcourue. Et éventuellement, si quand même, les hauts revenus qui on pourrait taxer, qui pourraient avoir une imposition minimale de 20 s'ils ont plus de 500 000 € annuels, ce qui est quand même le minimum, parce que 20 c'est vraiment des tranches qui touchent pas des très, très gros revenus, quoi. Et évidemment, bon, on rappelle le prélèvement exceptionnel envisagé pour les multinationales qui ferait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et évidemment les menaces des uns et des autres, disant: «C'est comme ça, je quitte la France», et cetera. Donc voilà. Ce qu'il faut se méfier quand même, si jamais on devait venir à l'emprunt forcé, c'est que heu, ça a été fait en Suède. Décidément, on parle beaucoup de Suède ce matin. Il avait instauré une taxe sur l'épargne en 1984, et ça avait entraîné donc une perte nette de 3,2% du PIB en 18 mois. Parce que du coup, il y avait une fuite de capitaux vers des pays à fiscalité plus avantageuse. Alors, à l'inverse aussi, les emprunts forcés servent aussi des fois à bloquer une part de l'épargne sur le territoire pour éviter justement que ça parte à l'extérieur. Donc voilà. Et après, juste en termes
un petit rappel historique parce que sinon c'est pas drôle. Euh, bon, c'est pas nouveau. L'emprunt forcé, c'est pas nouveau. La spoliation est interdite par la Déclaration des droits de l'homme, mais l'emprunt forcé est remboursé, c'est-à-dire on te Attends, prend le attends, pognon. répète-moi ça? La spoliation est interdite? La spoliation est interdite par la Déclaration des droits de l'homme et Et du pourquoi on n'est citoyen, pas allé puisque en chercher, gros, Bernard Arnault par la peau des couilles alors? aïe, c'est douloureux, Hein? tu Ou le sens pas que pitié. lui ou à Bolloré, peut-être parce que si la spoliation est interdite, pourquoi on a des milliardaires? Mais bon. Non, non, mais oui, oui, après, voilà, il y a un certain nombre de sujets, on a peut-être été spoliés d'un certain nombre d'entreprises publiques aussi, etc. Donc voilà, donc, du coup, le principe, c'est de dire, bon, on va rémunérer, c'est-à-dire, vous voulez pas souscrire des obligations d'État, ben, à la limite, c'est pas grave, on va vous emprunter, puis on va vous servir un intérêt, et ça reviendra au même. Donc souvent, ça arrive quand l'impôt volontaire fonctionne pas. Et bon, évidemment, le problème, c'est que ça fragilise le lien de confiance hein, entre les agents économiques et la puissance publique, d'une part. Mais dans l'histoire de France, il y a des exemples, et en fait, qui remontent à il y a très longtemps. Il y a des emprunts obligatoires qui ont eu lieu pendant la guerre de 100 ans. Et pendant la Révolution française, il y en a eu un en 1793 et un autre en, comment dire, en 1795. Et après, il y en a eu un autre en 1815 sous la Restauration, quand je veux dire, l'Empire est tombé. Et il y en a eu un en 48 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après les chocs pétroliers, il y en a eu un en 76 et un autre en 83. Voilà. Donc du coup, ça permet peut-être de mettre ça en perspective et se dire que bon voilà, c'est pas si aberrant que ça, ce serait pas si nouveau et que voilà, ça peut très bien arriver dans des circonstances un peu exceptionnelles. Ça existait pas qu'en France, hein, c'est pas une spécialité française. L'Allemagne l'a fait à la fin de la Première Guerre mondiale. Le Royaume-Uni, ils l'ont fait dès le XVIIe siècle, et etc., etc. Donc bon, euh, Mmh. voilà. Mais Ce qui est sûr, les emprunts voilà, c'est juste pour revenir sur ce côté un peu finance publique, parce que de toute façon, on est quand même amené à s'intéresser au sujet. Euh, Souvent, le lien qu'il y aura par rapport à l'armement, aux dépenses d'armement, ça sera de dire qu'on va faire un grand emprunt pour la résilience écologique et plus l'armement, par exemple. On lit deux trucs, un truc qui est un peu... pour les bisounours, les Ewoks et botter ouais. les fesses des Russes, c'est ça? Oui, par exemple, voilà. Pour les bisounours, oui, c'est exactement ça. C'est typiquement, c'est une vieille tactique trotskiste. Quand tu veux faire voter un truc un peu tordu, tu mets quelque chose qui est généraliste et que tout le monde est d'accord et tu le lis avec autre chose. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire que les gens, il s'agissait au Parlement, la résolution, il s'agissait de soutenir, comment dire, l'Ukraine, etc. Sauf que dans la résolution, ils indiquaient juste derrière qu'en fait, on s'engageait à accepter directement l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est deux choses différentes. Ça, c'était beaucoup moins, c'était comment dire, c'était beaucoup moins évident. Et ce qui explique pourquoi d'ailleurs certains groupes aussi ont voté contre. C'était un des motifs annoncés en disant non, vous nous liez deux choses qui n'ont rien à voir. On peut être d'accord, solidaire avec l'Ukraine parce que l'agression, etc. Mais on n'est pas solidaire au point de les vouloir dans l'Union européenne. Ce qui est bon, ce Alors, qui fait on va recevoir Jessie pour, ouais, parler, d'un autre sujet. Merci Eric pour tout ça. Effectivement, alors j'ai vu pas mal de commentaires, en particulier Maison qui dit: «L'achat immobilier est désormais très difficile et demande des ouais, réels efforts sur le long terme». Je crois même les dernières études montraient que sur Paris, alors Paris est une exception, hein, mais, pour montrer à quel point c'était débile, un primo-accédant qui voulait un 3 pièces pour une famille donc de 2 adultes et un enfant devait avoir un salaire s'il n'avait pas de fonds de départ, de 10 à 12 000 €
par an pour Ouais. acheter dans le pire des arrondissements de Paris. Commencer sa carrière professionnelle avec 10 à 12 000 € par mois. Il faut imaginer que même les députés en France ne gagnent pas ça. Donc à un moment, on voit que le système, il est complètement pété et donc de toute façon, il y a une crise du logement qui à un moment, les prix vont devoir s'effondrer. C'est une Oui. certitude puisque, ouais, sinon, on sera un pays d'investisseurs, qui achèteront du bien, mais comme les biens seront plus achetés, ils auront plus de valeur. Donc il y a le système ne peut que s'effondrer. Je voyais encore avant-hier, je sais plus, je crois dans le 6e arrondissement, des appartements de 28 m² à 496 000 €. Mmh. 496 000 €. Voilà, c'est à un moment, il faut voir ce qu'il faut et quand tu as l'argent pour acheter cet appartement à 400, mais tu habites pas dans un 28 m². Je veux dire, Ouais. c'est n'importe quoi. Donc